19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte avec la participation de quelques 200 pays. Une nouvelle occasion pour les dirigeants du monde de prouver leur engagement écologique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé cet après-midi en Égypte pour y participer. Nouvelle agression sioniste en Palestine occupée. Un jeune Palestinien de 18 ans a été lâchement assassiné par les forces sionistes. Un nom de plus qui s'ajoute à la liste des victimes de la colonisation. Et puis nouvel attentat en Somalie, le deuxième en une semaine. Au moins 15 personnes ont été tuées dans une opération suicide à l'entrée d'un camp d'entraînement militaire dans le sud de Mogadiscio. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé en Égypte cet après-midi pour participer à l'invitation de son homologue Abdel Fattah el-Sisi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques les 7 et 8 novembre. La COP27 qui s'est donc ouverte ce dimanche à Sharm el-Sheikh, les dirigeants de près de 200 pays s'y réunissent pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Lors de son discours d'ouverture, le ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27 a déploré que les nations riches n'aient pas tenu leur promesse de verser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à rendre leur économie plus verte. Il est clair pour nous tous que notre conférence se tient cette année dans un contexte de tensions politiques qui ont laissé un impact profond sur tous nos pays, à savoir les crises de l'approvisionnement énergétique et alimentaire. Si certains pensent que de tels défis entraveront l'action collective internationale dans le domaine de l'action climatique, nous devons, ici à Sharm el-Sheikh, prouver le contraire. Alors, lors de ce sommet, les dirigeants du monde entier doivent prouver plus d'engagement pour essayer d'endiguer les effets des répercussions du dérèglement climatique. L'Afrique n'est pas en reste. Le continent est celui qui pollue le moins. Cela ne l'empêche pas de subir de plein fouet de véritables catastrophes écologiques. Safwan Ben Sabri. La COP27 sera africaine de par le lieu où elle se tient et les enjeux et les menaces que représente le changement climatique pour le continent africain. Une occasion pour les nations africaines de faire entendre leur voix face aux pays industrialisés. Alors qu'un Américain produit 14 tonnes de CO2 par an, 10 pour un Européen, le citoyen africain, lui, produit moins d'une tonne par an. L'Afrique est le continent qui pollue le moins mais qui subit le plus. Abritant 17% de la population mondiale, le continent n'émet que 4% des émissions de gaz à effet de serre. 19 pays d'Afrique de l'Ouest sont directement touchés par les aléas climatiques. Les inondations au Nigeria ont fait 1,3 million de déplacés, alors que le président tchadien a annoncé un état de catastrophe naturelle. La Banque africaine pour le développement indique dans son rapport que le poids du changement climatique sur les économies du continent et les moyens de subsistance des Africains est disproportionnellement élevé par rapport à leur faible participation dans les émissions mondiales de carbone. Plus que jamais auparavant, la question climatique est devenue un enjeu géopolitique. Il en va notamment de la croissance et du développement du continent. Avant de s'envoler pour l'Égypte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé ce dimanche une audience au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de la République du Niger, Kassoum Mahaman Mokhtar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalef, et de Ragani Abdullah, conseiller auprès de la présidence du Niger. Je vous le disais en titre, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur violence envers les Palestiniens en toute impunité. Hier, c'est un Palestinien de 18 ans qui a été tué par balle près de Ramallah en Cisjordanie occupée. Au moins 60 autres Palestiniens ont été blessés dans des attaques menées dans la ville d'Al-Quds occupée. Le colon sioniste ne s'en arrête pas là, puisque chaque jour, des provocations viennent s'ajouter aux agressions en tout genre. Naïla Hamouda.
Les violences envers les Palestiniens ne connaissent pas de limites. Les exactions sionistes se poursuivent. Samedi, un jeune Palestinien a été tué par balle réelle lors de heurts près de la ville de Sinjil, au nord de Ramallah. Mos'ab Mohamed Mahmoud Nafel, âgé de 18 ans, a reçu une balle dans le cœur. Transféré à l'hôpital, le jeune martyr succombera à ses blessures. Selon le ministère de la Santé, un autre Palestinien avait été grièvement blessé par balle. Les forces sionistes intensifient leurs opérations quasi quotidiennes entre raids et arrestations. Une escalade de violence supplémentaire a été commise aujourd'hui, où plusieurs personnes ont été asphyxiées par l'inhalation de gaz lacrymogène dans la ville de Saouia, après avoir fait face à la tentative de l'occupation d'achever les travaux de construction d'une route de colonisation à l'est de la ville. Ces actes barbares sont souvent accompagnés de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens, surtout les enfants. Les forces d'occupation ont pris d'assaut l'école secondaire El-Louben Saouia au sud de Naplouse. Ils menacent de la fermer, d'attaquer les enseignants et de tirer sur tous les élèves qui leur lanceraient des pierres. Plusieurs écoles palestiniennes, dont des parties séparées de la Cisjordanie occupée d'Al-Quds, sont soumises à des actes de violence de la part des forces d'occupation et de collants, ce qui perturbe le processus éducatif et prive les élèves palestiniens de profiter des cours. Une atteinte aux droits des enfants, à l'éducation et au développement. Et vous le savez, la cause palestinienne était au centre des discussions lors du sommet arabe d'Alger, un sommet sur lequel l'on revient justement avec la rencontre organisée ce matin au Forum d'El Moudjahed pour faire le bilan de la couverture médiatique de cette 31e session. Un événement largement couvert autant par la presse nationale que par les médias étrangers, des journalistes d'organes internationaux, à l'instar de l'agence de presse iranienne ou encore de la chaîne d'information saoudienne, ont d'ailleurs témoigné du haut niveau d'organisation et salué les efforts déployés ainsi que la mise en place par l'État algérien d'un dispositif considérable pour aider les journalistes à assurer leur mission. Plusieurs responsables de médias publics algériens sont également revenus sur cette couverture sans précédent. Je vous propose d'écouter le directeur général d'El Moudjahed. Actuellement, l'Algérie est en train de vivre un certain nombre d'événements à répercussion internationale et régionale. Et ça veut dire que le nouveau journaliste et le nouveau journalisme que l'on est en droit d'espérer, qu'on est en train de préparer, de former, doit être en mesure aussi de capter cet événement international et de lui donner, à partir du point de vue de l'Algérie, cette visibilité internationale. Et il fallait vraiment un travail de journalistes professionnels. Et c'est à ce titre que vraiment, je dis bravo, parce qu'il y a, comme on dit, une nouvelle Algérie, il y a de nouveaux journalistes. C'est très important. Ils sont en train d'acquérir une expérience avec des concepts, avec la façon d'appréhender des problèmes. Et c'est très important. Et je suis sûr et certain qu'avec les événements à venir, on a déjà le noyau des journalistes. L'actualité, c'est également cet accident d'avion dans le lac Victoria en Tanzanie. Le bilan est monté à 19 morts. L'appareil de la compagnie aérienne Precision Air, qui transportait en tout 43 personnes, pilotes compris, s'est écrasé peu avant d'atterrir dans la ville de Bukoba, dans le nord-ouest du pays, en raison du mauvais temps. Les secours ont pour l'heure sauvé donc 26 personnes qui ont été évacuées par un hôpital de la région. Lorsque l'avion était à environ 100 mètres, soit 328 pieds en l'air, il a rencontré des problèmes dus essentiellement au mauvais temps. Il pleuvait et l'avion a plongé dans l'eau. Tout est sous contrôle. Le chef des missions de sauvetage de l'armée et les pompiers de la promesse de Kagera sont sur les lieux. Ils sont entièrement équipés pour faire face au sauvetage et à la sécurité. Des efforts de sauvetage sont actuellement en cours afin de récupérer l'avion. Deuxième attentat en une semaine en Somalie. Au moins 15 personnes ont été tuées dans une opération suicide à l'entrée d'un camp d'entraînement militaire dans le sud de Mogadiscio. Un nouveau drame qui touche le pays et sur lequel revient Nalim Nzekar.
Un homme portant une ceinture explosive s'est fait exploser à l'entrée d'un centre d'entraînement militaire au sud de Mogadiscio, faisant un bilan de 15 morts entre militaires et civils. L'attaque revendiquée par le mouvement terroriste Al-Shabaab intervient une semaine après un double attentat ayant fait 116 morts dans la capitale somalienne. Les bruits de 3 autres explosions ont été entendus dans la capitale Mogadiscio sans qu'il y ait de précision pour l'heure quant à la nature de ces détonations. Cette attaque survient à un moment où le gouvernement intensifie sa lutte contre les terroristes qui mènent une insurrection depuis 15 ans dans ce pays situé dans la Corne de l'Afrique. Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a émané du gouvernement au sujet de cette attaque dont les combattants liés à Al-Qaïda ont intensifié les attaques dans le pays depuis que le président Hassan Sheikh Mohammed a pris ses fonctions en mai dernier et a juré une guerre totale contre les terroristes. Le week-end dernier, le groupe terroriste avait perpétré 2 attentats à la voiture piégée visant le ministère de l'Éducation, l'assaut le plus meurtrier contre le pays en 5 ans. Des attentats barbares fermement condamnés par le ministère des Affaires étrangères algérien. Des centaines de jeunes Congolais se sont portés volontaires pour s'enrôler dans l'armée et combattre les rebelles du M23 qui gagnent du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils répondent ainsi à l'appel à la nation lancé jeudi par le président Félix Tshisekedi. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ces temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. La nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux. Défendre l'intégrité du territoire. Cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000, à Goma, rien qu'à Goma. Les bons voisinages n'est pas toujours le message que les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion qui est celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas une armée à 500 000, voire 1 million de Congolais? Nous sommes 100 millions. Et direction les États-Unis à 3 jours d'élections décisives. Le président Joe Biden et son prédécesseur démocrate Barack Obama exhortent les électeurs à voter pour protéger la démocratie américaine lors de meetings en Pennsylvanie, état crucial où doit s'exprimer également samedi soir leur adversaire Donald Trump. Les 46e et 44e locataires de la Maison-Blanche affrontent ainsi le 45e par réunion de campagne interposée dans cet état clé du nord-est du pays avant un scrutin qui posera les fondations de la présidentielle de 2024. La démocratie est littéralement sur le bulletin de vote. C'est un moment décisif pour la nation et nous devons tous parler d'une seule voix indépendamment de notre parti. Olaf Scholz défend son voyage controversé en Chine, affirmant que celui-ci en valait la peine lors d'une réunion des sociaux-démocrates allemands à Berlin au lendemain de sa visite de 12 heures à Pékin. Le chancelier allemand s'est félicité de l'accord avec le président chinois Xi Jinping pour se dire opposé à une escalade nucléaire de la guerre en Ukraine. Es ist nicht erlaubt. Il n'est pas permis, il est injustifiable d'utiliser des armes nucléaires dans ce conflit. Nous appelons la Russie, je le dis clairement, à ne pas le faire. Ce serait une ligne à ne pas franchir. Je pense qu'à la lumière de tous les débats sur la question de savoir si c'était la bonne chose de faire ce voyage ou non, le fait que le gouvernement chinois, le président Xi et moi ayant pu déclarer qu'aucune arme nucléaire ne doit être utilisée dans cette guerre, rien que pour ça, ce voyage en valait la peine. Le Japon promet de renforcer sa capacité navale et militaire. Son Premier ministre Fumio Kishida l'a annoncé ce dimanche en appelant les autres pays à se préparer face aux agresseurs. Kishida, qui également a condamné la guerre en Ukraine et dénoncé la Corée du Nord pour ses essais de missiles, dont l'un a survolé le Japon pour la première fois depuis 2017, provoquant une rare alerte d'évacuation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.